Si le plus brillant esprit d'une salle était celui que personne n'écoutait? Malik Dubois, 16 ans, peau sombre, lunettes findillées, passait inaperçu dans les couloirs du lycée public de Pembroke, Texas, une ville où les pick-up rouillés et les dîners aux néons fatigués dictèrent le rythme d'une vie monotone, presque immobile, comme si le temps s'était arrêté quelque part dans les années 70. Malik était une ombre, un garçon discret, presque invisible, dont l'existence semblait se fondre dans les murs défraîchis du lycée, entre les casiers cabossés et les affiches jaunies vantant des gloires académiques oubliées. Pourtant, ce jour-là, dans la salle de classe étouffante de Monsieur Lefebvre, un professeur de mathématiques au regard perçant, à la cravate grise impeccablement nouée et à l'aura d'autorité incontestée, cette ombre allait prendre forme, se dessiner avec une audace que personne n'avait anticipée. Malik avait écrit chaque ligne de code d'un projet scolaire, un travail méticuleux, fruit de nuits blanches passées à déboguer, à optimiser, à construire des algorithmes comme on assemble les pièces d'un puzzle cosmique. Mais un autre élève, plus bavard, plus sûr de lui, s'en était attribué le mérite, parade facile dans une classe où l'apparence comptait plus que la substance. Il pensait que Malik se tairait, qu'il resterait dans son coin, comme toujours, le regard baissé sur son carnet rempli de formules et de griffonnage. Il se trompait. Lorsque l'application, présentée avec arrogance par cet usurpateur, planta en direct devant toute la classe, un silence lourd s'abattit, ponctué seulement par le bourdonnement d'un ventilateur défaillant. Tous les yeux se tournèrent vers Malik, non pas avec espoir, mais avec une curiosité mêlée de moquerie. Lui seul pouvait la sauver. Cette histoire ne parle pas seulement de codes, de chiffres ou de circuits imprimés. C'est une quête de justice, d'appartenance, et d'un adolescent discret qui, par la force de son esprit, allait renverser les règles d'un jeu dont il n'avait jamais accepté les termes. La porte de la salle de classe grinça, et la classe entière retint son souffle, comme si l'air lui-même s'était figé. Monsieur Lefebvre entra, son pas assuré résonnant sur le linoléum usé, ses yeux d'aigle balayant la pièce avec une précision militaire. Les murmures des élèves, les cliquetis des claviers, les rires étouffés s'éteignirent instantanément. L'atmosphère était lourde, saturée d'une odeur de crayon taillé, de sueur adolescente et de cette fatigue propre aux fins de semaine, où l'esprit aspire à s'échapper. Sans un mot, sans un regard superflu, Lefebvre abattit un manuel épais sur son bureau, le bruit claquant comme un coup de tonnerre dans une plaine silencieuse. Si vous êtes aussi brillant que vous le pensez, Dubois, montrez-le, lança-t-il, sa voix tranchante, presque provocatrice, coupant le silence comme une lame. Tous les regards convergèrent vers Malik, assis au 3e rang, près du mur, là où la lumière des néons semblait toujours un peu plus pâle. Il releva lentement la tête de son carnet à spirale, ses manches de sweat retroussées révélant des avant-bras tachés d'encre et de graphite, traces d'heures passées à jongler entre équations mathématiques et lignes de code informatique. Malik n'était pas du genre à se mettre en avant, à lever la main ou à chercher l'attention. Il n'était pas bruyant, ne courait pas après les amitiés éphémères ou les validations superficielles. Son refuge était un vieux portable, un modèle obsolète couvert d'autocollants délavés, Python, Ubuntu, et un slogan en anglais, « Je débogue, donc je suis », collé en travers de l'écran comme une déclaration d'existence. La classe se tordit sur les chaises, certains élèves ricanant, d'autres se poussant du coude avec des regards complices, comme s'ils s'attendaient à un spectacle divertissant. Tout le monde savait que Monsieur Lefebvre n'aimait pas être contredit, encore moins défié. Plus tôt dans la semaine, Malik avait osé, avec une politesse désarmante, pointer une incohérence dans un problème posé par le professeur, une petite remarque sur la logique d'un énoncé qui avait fait tiquer Lefebvre. Ce n'était pas passé inaperçu, et maintenant, le professeur semblait décidé à remettre cet élève à sa place, à lui rappeler qu'il n'était qu'un gamin dans une ville où les rêves ambitieux étaient rarement tolérés. Sur le tableau blanc, Lefebvre traça une équation multivariable d'une complexité redoutable, un enchevêtrement de fonctions trigonométriques, de fractions imbriquées, et d'une erreur logique subtile, presque invisible, nichée comme un piège dans les méandres des symboles. Ce n'était pas une simple question, mais une épreuve, un défi conçu pour humilier, pour prouver que l'audace de Malik n'était qu'une illusion. Malik fixa le tableau, son cœur battant non pas de peur, mais d'une familiarité étrange, presque intime. Ces défis étaient pour lui des puzzles, des murmures de l'univers qui demandaient à être déchiffrés, des énigmes qui parlaient une langue qu'il comprenait instinctivement. Mais celui-ci était différent,
chargé d'une tension personnelle, comme si chaque symbole sur le tableau était une accusation, un défi à son droit d'exister dans cet espace. Il va craquer, murmura quelqu'un au fond de la salle, un chuchotement à peine audible mais lourd de mépris. Il a l'air malin, mais voyons s'il l'est vraiment, ajouta un autre, la voix teintée d'un amusement cruel. Malik serra son stylo entre ses doigts, sa jambe tressautant sous le bureau, un tic nerveux qu'il ne contrôlait pas toujours. Le regard de Lefebvre, perçant et expectant, semblait le clouer sur place, le défiant de s'effondrer sous le poids des attentes, ou plutôt de leur absence. Les murs de la salle, tapissés d'affiches fanées représentant des mathématiciens célèbres, Gauss, Euler, Ramanujan, et de citations inspirantes usées par le temps, semblaient se refermer sur lui, rétrécissant l'espace, rendant l'air plus épais. Malik prit une inspiration profonde, lente, comme sa grand-mère, Mamie Claudette, le lui avait appris pour calmer ses crises d'angoisse nocturne, ces moments où le monde semblait trop grand, trop hostile. Dehors, à travers les stores poussiéreux, le soleil d'automne projetait des ombres diagonales sur le sol, des lignes irrégulières et qui dansaient doucement. Au loin, le grondement sourd d'un train de marchandises traversant Pinbrook rappelait que cette ville était un lieu où rien ne changeait jamais, un endroit où les jours se succédaient avec une monotonie implacable. Mais aujourd'hui, quelque chose allait se briser, une fissure allait apparaître dans cette routine immuable. Malik se leva, sa chaise raclant doucement le linoléum, un son discret mais qui résonna dans le silence tendu de la classe. Il marcha vers le tableau, ses baskets émettant un frottement à peine perceptible, chaque pas mesuré, presque mécanique. La classe entière attendait, les yeux rivés sur lui, certains avec des sourires moqueurs, d'autres avec une curiosité mal dissimulée, prêts à le voir trébucher, hésiter, s'effondrer sous la pression. Mais Malik ne pensait pas au regard qui le scrutait. Il ne pensait pas aux murmures, ni à la posture rigide de Lefebvre, bras croisés, observant comme un juge prêt à rendre son verdict. Il voyait les chiffres, la symétrie, les incohérences dans l'équation, comme un code mal écrit se faisant passer pour propre, une façade de perfection cachant une faille qu'il pouvait révéler. Il saisit un marqueur, le testa dans un coin du tableau, traçant un trait bref pour s'assurer qu'il fonctionnait, puis, sans hésiter, il dessina une ligne verticale nette au milieu de l'équation, un geste audacieux, presque provocateur. Quelqu'un pouffa au fond de la salle, un rire étouffé qui mourut rapidement. Lefebvre croisa les bras plus fort, son visage impassible mais ses yeux trahissant une pointe d'agacement. Malik ne sia pas. Ce n'était pas une question de se vanter, ni de défier ouvertement le professeur. C'était une revendication, une affirmation silencieuse mais puissante, portée par la logique, par la vérité des nombres. Il commença à écrire, sa main ferme malgré la tension qui vibrait dans tout son corps. Première étape. Isoler l'expression interne, cette fonction imbriquée qui n'était pas seulement complexe, mais défectueuse, un piège déguisé en défi. Malik scanna chaque couche de l'équation comme s'il lisait du code, ses yeux passant d'un symbole à l'autre avec une précision méthodique. Dans son esprit, il n'était plus dans cette salle de classe oppressante, entouré de regards sceptiques. Il était ailleurs, dans une session de débogage, seul face à son écran, chaque ligne le rapprochant de la clarté, chaque correction un pas vers la vérité. Les élèves se penchèrent en avant, d'abord par curiosité, puis par un mélange de perplexité et d'admiration naissante. Ils ne comprenaient pas encore ce qu'il faisait, mais quelque chose dans la fluidité de ses gestes, dans la confiance de ses mouvements, les força à s'arrêter, à regarder vraiment. Monsieur Lefebvre, lui, fronçait les sourcils, non pas parce que Malik se trompait, il le savait déjà, mais parce qu'il avait peut-être raison, et cette possibilité semblait le déranger profondément. Le marqueur de Malik glissa sur le tableau, chaque trait précis, chaque symbole une déclaration, une affirmation d'existence. Le chaos apparent de l'équation initiale commençait à prendre forme, non pas en suivant la méthode standard que Lefebvre imposait depuis des années, mais en dévoilant des motifs, des structures que Malik avait appris à voir par lui-même, à force de nuits passées sur des forums open source, à explorer des problèmes que personne ne lui avait assignés. La classe se tut, un silence presque religieux s'installant dans la pièce. Même les chuchoteurs habituels, Lucas et Théo, deux élèves du fond qui passaient leur cours à échanger des blagues, se penchèrent en avant, leur rictus habituel s'effaçant pour laisser place à une curiosité sincère. Malik, ce garçon au sac à dos rafistolé avec du ruban adhésif,
aux chaussures usées par les chemins poussiéreux de Pin-Brook, faisaient quelque chose d'inattendu, quelque chose qui défiait leurs préjugés. Il s'arrêta brièvement, non pas par doute, mais pour laisser la logique se déployer dans son esprit, comme une partition musicale qui prenait vie note après note. Cette équation lui rappelait une fonction récursive qu'il avait codée la veille, un petit projet personnel pour compresser des séquences de données, un exercice qu'il avait fait pour le plaisir, pour le défi. Il esquissa un sourire si discret que personne ne le remarqua, mais qui trahissait une satisfaction intérieure, celle de reconnaître un vieux compagnon dans un déguisement nouveau. Lefebvre tout sauta, un son sec qui brisa le silence. « Ce n'est pas comme ça que je l'ai enseigné, dit-il, ses mots tranchants comme un vent d'hiver, froid et incisif. Malik hocha la tête sans se retourner, sans ralentir son rythme. « Je sais. » répondit-il doucement, sa voix calme mais ferme, presque un murmure. « Je ne la résous pas à votre manière. » Des murmures parcoururent en la classe, comme une vaguelette sur un lac tranquille. Personne ne parlait ainsi à Monsieur Lefebvre, pas même les élèves les plus brillants, ceux qui visaient les grandes écoles ou les bourses prestigieuses. Malik ne cherchait pas à provoquer, ni à faire preuve de défiance. Il énonçait une vérité, pure et simple, et cette vérité, dite avec une telle sérénité, portait une force singulière, une puissance qui imposait le respect, même à ceux qui ne voulaient pas l'admettre. Lefebvre s'approcha du tableau, ses bras toujours croisés, sa posture rigide trahissant d'une lutte interne. « Et que faites-vous donc, Dubois ? Vous donnez votre propre leçon de mathématiques maintenant ?» demanda-t-il, son ton teinté d'une ironie mordante. Malik tourna légèrement la tête, son expression indéchiffrable, un mélange de concentration et de détachement. « Non, répondit-il simplement, j'essaie juste une approche différente. » Il se remit à écrire, son marqueur traçant des lignes fluides, barrant des parties de l'équation initiale, encerclant de nouveaux chemins, annotant chaque étape comme un programmeur expliquant un script complexe à une équipe. Chaque transformation était élégante, minimale, presque poétique dans sa simplicité. Quelques élèves commencèrent à murmurer, leur voix basse mais empreinte d'une surprise croissante, « Attendez, il est vraiment en train d'y arriver. Je crois que ça fonctionne. » Et puis, pour la première fois, une voix, plus hésitante, ajouta. « C'est plutôt cool, non ?» Malik n'entendait qu'à moitié ces commentaires, son esprit plongé dans le problème, comme un plongeur explorant les profondeurs d'un océan inconnu. Il se souvenait des nuits passées dans sa caravane, un petit logement modeste à la sortie de Pin-Brook, où un ventilateur grinçant tournait au-dessus de sa tête, où son petit frère dormait à quelques mètres, roulé en boule sur un canapé usé. Pendant ces heures silencieuses, Malik explorait des forums open source, lisait des articles sur la manière dont les algorithmes pouvaient résoudre des problèmes du monde réel, des défis concrets et bien au-delà des manuels scolaires. Cette équation, avec toute sa complexité, n'était pas un piège. Elle était un puzzle, et les puzzles, contrairement aux gens, ne portaient pas de jugement, n'imposaient pas de hiérarchie. Il isola une identité mathématique complexe, la simplifia avec une méthode qu'il avait découverte en étudiant des problèmes similaires en ligne, puis replia la structure externe de l'équation sur elle-même, comme s'il pliait un modèle d'origami, chaque couche révélant une forme nouvelle, plus claire, plus harmonieuse. Couche par couche, le chaos apparent laissait place à une solution, une vérité logique qui émergeait avec une évidence presque insolente. Il souligna l'étape finale, un trait net et précis sous la dernière ligne, referma le marqueur avec un clic et recula d'un pas. « Fini » murmura-t-il, presque pour lui-même. Il n'y avait pas de geste théâtral, pas de sourire triomphant, juste le calme de l'accomplissement. La classe resta figée, suspendue dans un silence stupéfait. Lucas, au fond, laissa échapper un « waouh » involontaire, sa mâchoire légèrement tombante. Théo, son acolyte, inclina la tête, comme s'il essayait de comprendre ce qu'il venait de voir. Même Sophie, une fille discrète assise près de la fenêtre qui passait la plupart des cours à dessiner des motifs géométriques dans son carnet, releva les yeux, son regard brillant d'une admiration qu'elle ne chercha pas à cacher. Monsieur Lefebvre s'approcha du tableau, ses pas lents, méthodiques, comme s'il inspectait un champ de bataille après une victoire inattendue. Il scanna chaque ligne, chaque transformation,
comparant l'équation initiale au résultat final, vérifiant le processus avec une rigueur presque obsessionnelle. Il ne dit rien pendant un long moment, son silence plus éloquent que n'importe quel discours. Puis, enfin, il tourna son regard vers Malik. « Ce n'est pas incorrect, déclara-t-il, sa voix neutre, presque réticente. Ce n'était pas un éloge, mais ce n'était pas non plus un rejet, et dans le vocabulaire austère de Lefebvre, c'était pratiquement une ovation. La salle s'anima soudain, comme si le sortilège du silence venait de se briser. Sophie murmura à sa voisine, c'était incroyable. Une vague de chuchotements parcourut la classe, un mélange de surprise, d'admiration et, pour certains, d'une pointe de jalousie. Malik ne dit rien. Il regagna sa place, s'assit lentement, presque avec précaution, et ouvrit son carnet, comme s'il voulait se replonger dans son monde, loin des regards qui maintenant le voyaient vraiment. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de nervosité, mais d'une énergie nouvelle, une pulsation qu'il ressentait dans tout son être, comme si quelque chose en lui s'était déverrouillé, libéré. Il ne chercha pas à analyser les murmures, ni à croiser les regards d'eux et des autres. Il se pencha sur ses notes, traçant machinalement les branches logiques qui l'avaient conduit à la solution, comme pour s'assurer que ce n'était pas un hasard, que ce moment était réel. Mais quelque chose avait changé, une fissure s'était formée, non seulement dans la dynamique de la classe, mais en lui-même, une prise de conscience qu'il n'était pas seulement un garçon discret dans une ville oubliée. Il était capable de choses que personne n'attendait, et cette vérité, aussi intimidante soit-elle, commençait à prendre racine. Pendant la pause qui suivit, Malik resta un moment à sa table, son regard perdu dans les pages de son carnet. Une alerte clignotante apparut sur son ordinateur portable, un message discret du système informatique du lycée, signalant une instabilité dans le réseau utilisé pour les projets de classe. Intrigué, il profita d'un moment où la salle se vidait pour se glisser dans le cagibi poussiéreux qui servait de salle informatique, un espace exigu rempli de vieux PC au ventilateur bruyant. En quelques minutes, il plongea dans les lignes de code du serveur, ses doigts dansant sur le clavier avec une aisance naturelle. Il identifia rapidement une boucle infinie dans un script de gestion, un bug simple mais négligé qui menaçait de faire planter tous les projets en cours. Il corrigea le problème, sauvegarda les modifications et effaça les traces de son intervention, comme un fantôme numérique. Alors qu'il quittait la pièce, il croisa Julien, un élève récemment transféré, un garçon aux cheveux en bataille et au sourire timide qui semblait toujours un peu à l'écart, comme s'il portait lui aussi un poids invisible. De sauver les fesses et de toute la classe, hein? Dit Julien, un éclat amusé dans les yeux. Malik haussa les épaules, un peu gêné. Juste un petit débogage. Répondit-il, mais il sentit d'une chaleur inattendue dans sa poitrine, celle d'être vu, ne serait-ce que par une personne. À la fin du cours, alors que les élèves ramassaient leurs affaires dans un brouhaha familier, Monsieur Lefebvre retint Malik d'un geste discret. « J'ai entendu parler du concours de mathématiques de l'État, dit-il, son ton plus mesuré qu'à l'ordinaire. Vous pourriez représenter Pembroke. » Malik cligna des yeux, pris de court, son esprit luttant pour assimiler l'idée. « Moi » demanda-t-il, presque incrédule. Lefebvre hocha la tête, son regard sérieux. « Réfléchissez-y. J'ai besoin d'une réponse avant vendredi. » Malik quitta la salle, son sac à dos jeté sur une épaule, l'esprit en ébullition. Être vu, être reconnu comme quelqu'un capable de quelque chose d'important, était à la fois excitant et terrifiant. En sortant dans la cour, il aperçut Sophie près des casiers, son carnet serré contre sa poitrine comme un bouclier. Elle s'approcha, hésitante. « Tu vas le faire, non ?» demanda-t-elle, ses yeux brillants d'une curiosité sincère. Malik ne répondit pas immédiatement. Il baissa les yeux, fixant les craquelures du bitume sous ses pieds. Il ne savait pas encore s'il était prêt à sortir de l'ombre, à accepter le risque d'être vu, jugé, peut-être rejeté. Mais quelque part, au fond de lui, une petite voix, celle de Mamie Claudette, lui murmurait que les portes ne s'ouvrent que lorsqu'on ose les pousser, et que ce moment, ce défi inattendu, était peut-être la première d'une longue série. Malik Dubois monta dans l'autobus jaune qui devait l'emmener au concours de mathématiques de l'État, le cœur lourd d'un doute tenace qui semblait s'accrocher à lui comme une ombre.
À Pinbrook, Texas, il était l'invisible, le garçon au sweat à capuche qui réparait les bugs informatiques en silence, celui qu'on remarquait à peine dans les couloirs bruyants du lycée. Mais ici, dans cet autobus brinque-ballant, entouré d'élèves aux costumes impeccables et aux regards pleins d'assurance, il se sentait hors de sa ligue, comme un intrus dans un monde qui n'était pas le sien. Pourtant, il portait en lui un secret, une arme forgée dans l'intimité des nuits blanches, un programme qu'il avait codé lui-même, une solution née d'une intuition que les manuels scolaires ne pouvaient enseigner, un outil qui traduisait les complexités du monde en lignes de code et élégantes. Ce jour-là, Malik allait prouver que les réponses les plus puissantes, celles qui changent la donne, viennent souvent des esprits les plus discrets, ceux que l'on sous-estime par habitude ou par préjugé. Assis près de la fenêtre, il fixait les plaines sèches qui défilaient, les champs brunis par l'automne, ponctués çà et là de silos rouillés et de clôtures bancales. Ses doigts tambourinaient nerveusement sur ses genoux, triturant un carnet rempli de notes, d'esquisses et d'algorithmes et de fragments de code. Une voix intérieure, insidieuse, murmurait « Tu n'es pas à ta place ». Ses élèves ont des tuteurs depuis l'enfance, des professeurs privés, des écoles prestigieuses. Qu'as-tu, toi, sinon un vieux portable et des nuits sans sommeil? Mais une autre voix, plus profonde, plus ferme, répondait. Tu vois ce qu'ils ne voient pas. Tu construis à partir de rien, et c'est ta force. À ses côtés, Sophie, qui avait insisté pour l'accompagner comme soutien moral, esquissait des fractales dans son carnet, ses crayons de couleur traçant des motifs géométriques qui semblaient danser sur la page. Elle leva les yeux, interceptant son regard inquiet. Tu vas tout déchirer, Malik, dit-elle avec un sourire, sans cesser de dessiner. Ce n'est pas une question, c'est une certitude. Malik esquissa un sourire timide, mais le doute persistait, comme une note dissonante dans une mélodie autrement harmonieuse. Il n'était pas habitué à ce genre d'encouragement, et encore moins à l'idée qu'on puisse croire en lui. À Pinbrook, on ne remarquait les gens que lorsqu'ils faisaient du bruit, et Malik avait toujours préféré le silence. Le trajet fut long, plus d'1 heure à travers des plaines désolées, et des banlieues endormies, où les maisons basses semblaient s'enfoncer dans le sol sous le poids de l'ennui. Sophie, sentant peut-être la tension qui émanait de lui, referma son carnet et se tourna vers lui. Tu sais, quand j'ai commencé à dessiner des fractales, mon père disait que c'était une perte de temps, que je devrais faire quelque chose de plus sérieux. Elle haussa les épaules, un sourire ironique aux lèvres. Mais toi, Malik, tu fais ce que tu aimes, et tu le fais bien. Ne laisse personne te dire le contraire. Ces mots, simples mais sincères, touchèrent une corde sensible en lui, une part de lui-même qu'il gardait enfouie, protégée des jugements du monde. Il hocha la tête, incapable de répondre, mais reconnaissant pour ce moment de connexion inattendue. Lorsqu'ils arrivèrent à l'Oak Ridge Academic Center, un bâtiment de verre et d'acier qui scintillait sous le soleil matinal comme une promesse de modernité, l'atmosphère changea. L'endroit grouillait d'élèves en costume, de coachs aux airs sérieux, de caméras et de clipboards, comme si le lieu tout entier vibrait d'une énergie compétitive. Malik reçut son planning. Salle 4B, première épreuve individuelle. Il suivit les panneaux, son sac à dos pesant sur une épaule, son regard et évitant les visages des autres participants, des lycéens aux allures polies, aux sourires confiants, qui semblaient tous appartenir à ce monde de manière naturelle. Lui, avec son sweat usé et ses baskets râpées, se sentait comme un étranger, un voyageur égaré dans un pays dont il ne parlait pas la langue. La salle 4B était froide, presque stérile, avec ses murs blancs, ses néons crus et ses rangées de laptops chromés alignés comme des soldats. Le proctor, une femme aux lunettes sévères, expliqua les règles d'une voix monocorde. Problème chronométré, difficulté croissante, feedback instantané, pas de calculatrice, pas de notes. Malik s'assit, son cœur battant à un rythme rapide mais régulier. Dès que l'horloge numérique s'alluma, ses doigts se posèrent sur le clavier, et il plongea dans le premier problème, un ensemble d'inégalités en cascade qui se résolut en moins d'1 minute, presque par instinct. Le deuxième, un casse-tête probabiliste, demanda un arbre logique, qu'il esquissa mentalement avant de taper la réponse. Le troisième était vicieux, une équation tordue, presque malveillante dans sa complexité, conçue pour faire trébucher même les esprits et les plus affûtés.
Mais Malik ne paniqua pas. Il se pencha sur le problème, ses yeux scrutant l'écran comme s'il traquait un bug dans un programme récalcitrant. Ses doigts dansaient sur le clavier, un rythme né non pas d'une mémorisation mécanique, mais de nuits passées à déboguer des scripts cassés, à déchiffrer des logiques brisées, à apprendre à voir ce que les autres manquaient. Il termina la dernière ligne avec 3 secondes restantes, une goutte de sueur perlant sur son front. Une notification clignota. Section terminée. Résultats en attente. Il exhala, un souffle qu'il n'avait pas réalisé retenir, et s'adossa à sa chaise, ignorant le tic-tac de l'horloge analogique qui semblait résonner dans la pièce silencieuse. L'épreuve par équipe qui suivit fut un tout autre défi, un chaos organisé où les égos s'entrechoquaient comme des atomes instables. Malik fut assigné à un groupe de 6 élèves, dont Pierre, un lycéen d'une école privée UP, aux cheveux gominés et à l'attitude arrogante, qui prit immédiatement les rênes de la discussion. Leur mission était d'optimiser un algorithme de routage d'urgence pour une ville sous contrainte de stress, un problème complexe, ancré dans le monde réel, où chaque décision comptait. Les autres membres de l'équipe, 2 garçons en costume taillé sur mesure, une fille aux écouteurs anti-bruit nommée Clara, et un garçon grand et taciturne qui évitait les regards, commencèrent à débattre bruyamment, chacun défendant sa méthode, ses théories, son jargon. Pierre, en particulier, dominait la conversation, rejetant les idées des autres avec un sourire condescendant. Malik observa, écouta, son silence contrastant avec le tumulte autour de lui. Puis, calmement, il sortit une clé USB de son sac. « J'ai codé quelque chose qui pourrait t'aider, » dit-il, sa voix à peine audible dans le brouhaha. Pierre ricana, son regard glissant sur Malik comme s'il évaluait un adversaire insignifiant. « Tu as apporté du code ? Sérieusement ? On est ici pour résoudre des problèmes, pas pour jouer les geeks. » Malik hocha la tête, imperturbable. « Je ne mémorise pas la théorie. Je construis des choses. » Il brancha la clé, lança son programme, et l'écran afficha une interface simple mais fonctionnelle. Un modèle qui cartographiait le trafic en temps réel, ajustant les routes en fonction de variables comme les incidents ou les embouteillages. Clara, la fille aux écouteurs, se pencha, intriguée. « Montre-moi, » dit-elle, retirant un écouteur pour mieux entendre. En 10 minutes, l'équipe s'était rassemblée autour de l'écran de Malik, adaptant son code, testant des scénarios, modifiant des paramètres. Les disputes cessèrent, remplacées par une collaboration presque instinctive. Pierre, d'abord réticent, finit par poser des questions, sa voix perdant peu à peu son ton moqueur. Clara, qui s'était révélée être une experte en probabilité, proposa des ajustements que Malik intégra en temps réel. Le garçon taciturne, qui se présenta comme Léo, suggéra une simplification qui rendit l'algorithme encore plus efficace. À la fin du temps imparti, le proctor s'approcha, examina leurs résultats et haussa un sourcil. « Vous avez résolu le scénario principal et l'optimisation bonus. C'est rare. » Pierre, abasourdi, lança un regard à Malik. « Pas mal, le geek, » murmura-t-il, et pour la première fois, il y avait une pointe de respect dans sa voix. Malik haussa les épaules, un sourire discret au coin des lèvres. « Construire en biais, ça paye. » À la pause, Malik s'isola près d'une fontaine à eau dans le hall, son esprit encore vibrant de l'adrénaline de l'épreuve. Il repensait à Pinbrook, à sa caravane, à Mamie Claudette qui lui préparait du thé à la cannelle après ses longues nuits de codage, à son petit frère qui lui demandait toujours « Ça fait quoi, ton code ?» Ses souvenirs, simples mais ancrés, le ramenaient à lui-même, à ce qu'il était vraiment. Sophie le trouva là, immobile, une bouteille d'eau à la main. « Tu te mets trop de pression, Malik, » dit-elle, son ton doux mais ferme. Elle s'assit à côté de lui, son carnet posé sur ses genoux. « Tu sais, j'ai arrêté de peindre pendant 1 an. Mon père disait que mes toiles n'étaient pas assez sérieuses, que je perdais mon temps. Mais toi, tu fais ce que tu aimes, et tu le fais mieux que quiconque. Ne laisse pas ce doute te bouffer. » Malik la regarda, touché par sa sincérité. Avant qu'il puisse répondre, Julien apparut,
son sac jeté sur une épaule. Elle a raison, tu sais, dit-il, s'appuyant contre le mur. Moi, j'ai passé des années à cacher mon accent, à cause des moqueries au collège. J'étais le gamin d'immigré, celui qui ne parlait pas bien. Mais toi, Malik, tu ne caches rien. Tu montres qui tu es, et ça, c'est énorme. Ces mots, venant de deux personnes qu'il connaissait à peine, firent vaciller quelque chose en lui. Pour la première fois, il réalisa qu'il n'était pas seul, que d'autres portaient leur propre lutte, leurs propres ombres. Il hocha la tête, un simple geste, mais il sentit un poids s'alléger, comme si une porte s'entr'ouvrait dans son esprit. Les résultats furent annoncés dans l'auditorium, une vaste salle où les élèves se s'entassaient, nerveux, leurs murmures emplissant l'air comme un bourdonnement d'insectes. L'écran géant s'alluma, et les noms défilèrent. Premier, Parker Lane, Academy West. Deuxième, Malik Dubois, Pinebrook High. Troisième, Samir Haraj, Hillstone STEM. Un murmure parcourut la foule, un mélange de surprise et de confusion. C'est qui, Dubois? Pinebrook, c'est tout, ça. Malik sentit son cœur s'accélérer, mais il resta immobile, les mains enfoncées dans les poches de son sweat. Puis vinrent les résultats par équipe. Tableau 4B, meilleure optimisation. Son nom était là, encore, associé à celui de ses coéquipiers, un groupe d'inconnus qu'il avait su fédérer grâce à son code, son instinct, sa manière unique de voir le monde. Monsieur Lefebvre s'approcha, son visage toujours aussi indéchiffrable, mais il tendit la main. Vous avez mis Pinebrook sur la carte, Dubois, dit-il, sa voix dépourvue de son habituelle froideur. Malik serra sa main, un geste mécanique, mais son regard restait fixé sur l'écran, comme s'il cherchait à ancrer ce moment dans la réalité. Sur le chemin du retour, dans l'autobus qui roulait sous un ciel où les premières étoiles perçaient l'obscurité, Malik s'appuya contre la vitre, regardant les lumières des petites villes défiler comme des lucioles. Sophie dormait à côté de lui, son carnet ouvert sur une esquisse qu'elle avait faite pendant le trajet aller. Malik, debout devant un tableau, une équation à moitié résolue derrière lui, titrait « L'homme aux équations ». L'image, simple mais puissante, semblait capturer quelque chose de lui qu'il n'avait jamais vu lui-même. Julien, assis derrière, se pencha et murmura « Tu sais, t'es un peu notre héros, maintenant ». Malik sourit, un vrai sourire cette fois, mais il savait que ce n'était qu'un début. La médaille dans sa poche pesait lourd, mais ce n'était pas elle qui importait. Ce qui comptait, c'était ce qu'il pouvait faire avec ce moment, cette chance d'ouvrir des portes pour ceux qui, comme lui, avaient toujours été relégués dans l'ombre. Il repensa à Mamie Claudette, à ces mots « Partage ton don ». Et pour la première fois, il se demanda si ce don pouvait changer non seulement sa vie, mais celle des autres, ceux qui, comme lui, n'avaient jamais osé se faire entendre. Malik Dubois descendit de l'autobus sous un ciel étoilé, la médaille du concours de mathématiques de l'État pesant dans la poche de son sweat à capuche, un poids à la fois concret et symbolique. Pinebrook, Texas, s'étendait devant lui, ses rues silencieuses bordées de pick-up rouillés et de dîners aux néons vacillants, une ville où le temps semblait suspendu, où les rêves audacieux étaient rarement tolérés. Pourtant, Malik n'était plus l'invisible, le garçon discret qui se fondait dans les murs du lycée. Les couloirs bruissaient désormais de son nom, les regards avaient changé, passant de l'indifférence à une curiosité mêlée de respect. Mais Malik ne cherchait pas la gloire, ni les applaudissements éphémères. Il voulait construire quelque chose de durable, un espace où les esprits atypiques, ceux qu'on ignore trop souvent, pourraient briller sans crainte. Avec l'aide de Sophie et Julien, ses nouveaux alliés, il allait transformer la manière dont le monde voyait le talent discret, et il commencerait ici, dans cette petite ville oubliée, sous ces étoiles qui semblaient murmurer des promesses. En franchissant le seuil de la caravane où il vivait avec Mamie Claudette, l'odeur familière des tortillas chaudes et du thé à la cannelle l'enveloppa, un refuge contre le tumulte du monde extérieur. Mamie Claudette, assise sur le vieux canapé, leva les yeux de son tricot, ses mains calleuses posant les aiguilles avec une douceur presque rituelle. « Ils ont enfin vu ce que je vois depuis toujours, » dit-elle, un sourire éclairant son visage ridé, un sourire qui portait des années de fierté silencieuse. Malik s'assit à la petite table, en formica, encore vêtu de son sweat, la médaille posée devant lui comme un artefact étrange. Il raconta tout,
non pas les résultats ou les médailles, mais les moments qui comptaient vraiment. Quand son code avait fonctionné sous les yeux ébahis de son équipe, quand Pierre, l'arrogant, avait murmuré un « pas mal réticent », quand Clara avait intégré ses propres idées à son programme avec une fluidité qui ressemblait à une danse. Il parla aussi du silence de la salle après l'annonce des résultats, ce moment où son nom, Malik Dubois, Pinbrook High, avait résonné comme une déclaration d'existence. Mamie Claudette écoutait, ses yeux brillants, hochant la tête comme si chaque mot était une prière. « Tu portes un don, mon garçon, dit-elle enfin, sa voix grave et chaude. Maintenant, partage-le. Ne le garde pas pour toi. » Ces mots, simples mais puissants, s'enracinèrent en lui, comme une graine plantée dans un sol fertile. Le lundi suivant, le lycée de Pinbrook était en effervescence. Des affiches du concours d'État, imprimées à la hâte sur du papier bon marché, ornaient les murs, le nom de Malik en lettres grasses, comme une proclamation inattendue. Lucas et Théo, les deux élèves qu'il avait autrefois raillés dans la classe de Monsieur Lefebvre, lui tapèrent l'épaule dans le couloir, un « respect », mec maladroit mais sincère jaillissant de leurs lèvres. Même le principal, un homme aux lunettes épaisses qui parlait rarement aux élèves, l'invita à prendre la parole lors de la prochaine assemblée, une proposition que Malik déclina poliment, son capuchon baissé sur les yeux, ses écouteurs en place sans musique, juste pour maintenir une barrière entre lui et ce soudain éclat de lumière. Il n'était pas prêt à devenir un symbole, pas encore. À la maison, les nuits de Malik devinrent un tourbillon de code. Il travaillait sur une idée qui avait germé pendant le trajet du retour, une plateforme en ligne qu'il baptisa à l'oblique, un nom inspiré par sa manière de résoudre les problèmes, toujours en biais, jamais en ligne droite. Cette plateforme ne serait pas un simple recueil de problèmes mathématiques, mais un espace où les élèves pourraient explorer des puzzles adaptés à leur façon de penser, des défis intuitifs qui invitaient à voir le monde autrement. Pas de méthode figée, pas de réponse unique, juste une liberté de créer, d'expérimenter, d'échouer et de recommencer. Sophie, avec son talent pour les formes et les couleurs, conçut le logo, un 8 couché, symbole d'infini, traversé par une ligne qui s'échappait du boucle, une métaphore visuelle de la liberté trouvée dans la divergence. Julien, passionné par les jeux narratifs, testa les premières versions, proposant des idées pour rendre les puzzles plus engageants, comme des histoires où chaque solution ouvrait d'un nouveau chapitre. « C'est comme une aventure, ton truc, dit-il un soir, assis en tailleur sur le tapis usé de la caravane, un ordinateur portable en équilibre sur les genoux. Chaque problème, c'est une quête. » Malik sourit, une chaleur inattendue se répandant dans sa poitrine. Ces moments, ces collaborations, étaient nouveaux pour lui, et il donnait à son projet une dimension qu'il n'avait pas anticipée. L'oblique gagna rapidement en popularité, d'abord parmi les élèves de Pinbrook, puis au-delà. Un soir, alors que Malik vérifiait les commentaires sur la plateforme, un message attira son attention. Il venait d'un élève d'une ville voisine, un garçon nommé Étienne. « Grâce à l'oblique, j'ai retrouvé l'envie d'apprendre. J'avais abandonné les maths après un prof qui me disait que je ne comprenais rien. Merci. » Malik relut le message plusieurs fois, ses doigts immobiles sur le clavier. Ces mots, simples mais sincères, touchèrent quelque chose de profond en lui, une part de lui-même qui avait toujours douté de sa valeur. Plus que la médaille, plus que les félicitations de Monsieur Lefebvre, ce message était une preuve que ce qu'il faisait comptait, qu'il pouvait changer des vies, même à petite échelle. Sophie et Julien, inspirés par le succès naissant de la plateforme, proposèrent une idée audacieuse. Organiser un workshop pour les élèves défavorisés de Pinbrook, utilisant les puzzles de l'oblique pour enseigner la logique, la programmation, et surtout la confiance en soi. Malik hésita, l'idée de se mettre en avant, même indirectement, le rendait nerveux. « D'accord, dit-il finalement, mais pas de projecteur sur moi. C'est pour eux, pas pour moi. » Le workshop eut lieu dans la salle polyvalente du lycée, un espace vétuste où les chaises grinçaient et les murs portaient encore les traces de vieux posters déchirés. Une trentaine d'enfants, certains timides, d'autres bruyants, s'entassèrent autour de tables bancales, leurs yeux curieux fixés sur les écrans que Malik avait installés avec l'aide de Julien. Sophie, avec son aisance naturelle, guida les plus jeunes, leur montrant comment dessiner des motifs géométriques inspirés des fractales avant de les traduire en code simple. Malik, en retrait, répondait aux questions techniques,
son ton calme mais ferme, expliquant chaque concept comme s'il racontait une histoire. À un moment, une petite fille aux tresses serrées leva la main. « Monsieur, pourquoi vous faites ça ?» demanda-t-elle, ses yeux brillants de curiosité. Malik cligna des yeux, pris au dépourvu. Parce que tout le monde mérite de trouver ce qu'il aime faire, répondit-il après un instant. La fille hocha la tête, satisfaite, et retourna à son écran, un sourire aux lèvres. Ce moment, simple mais poignant, resta gravé en lui. Une après-midi, alors que le cours de mathématiques touchait à sa fin, Monsieur Lefebvre retint Malik après la sonnerie. La classe s'était vidée, les chaises raclant le sol dans un brouhaha familier. Lefebvre, debout près de son bureau, croisa les bras, son regard moins sévère qu'à l'accoutumée. « J'ai jugé trop vite, Dubois, dit-il, sa voix mesurée mais sincère. Votre méthode, votre manière de voir les choses, elle est unique. Je ne l'avais pas compris au début. » Malik, surpris, hocha la tête, ne sachant que répondre. « Yes, merci » murmura-t-il, un mot qui semblait insuffisant mais nécessaire. Lefebvre ajouta, presque comme une réflexion. « Continuez. Vous changez plus que vous ne le pensez. » Ces mots, venant d'un homme qui incarnait l'autorité, allégèrent un poids que Malik portait depuis longtemps, une blessure silencieuse née des doutes et des jugements. Le workshop fut un succès, au-delà des attentes. Les enfants repartirent avec des sourires, des lignes de code griffonnées sur des bouses de papier, et une étincelle dans les yeux, celle que Malik reconnaissait pour l'avoir ressentie lui-même autrefois. Sophie, un soir, apporta une peinture à la caravane. C'était Malik, debout devant un tableau, un marqueur à la main, le regard clair, entouré d'équations qui semblaient flotter comme des notes de musique. En bas, elle avait écrit « L'homme qui a réécrit les règles. » Tu as changé les règles pour que nous puissions tous jouer ? dit-elle en lui tendant la toile. Malik l'accrocha au-dessus de son bureau, non comme un trophée, mais comme un rappel, les esprits les plus discrets portent les vérités les plus puissantes. Ce soir-là, assis sur le porche avec mamie Claudette, un mug de thé fumant entre les mains, Malik contempla les étoiles. Il lui raconta ses rêves, non pas de gloire ou de succès, mais de créer un monde où personne ne serait invisible, où chaque esprit, qu'il soit bruyant ou silencieux, aurait une chance de briller. Elle l'écouta, son sourire comme une prière, ses yeux brillants de fierté. « Tu n'as pas juste gagné, mon garçon, dit-elle, sa voix douce mais ferme. Tu as ouvert une voie. » Malik hocha la tête, son regard perdu dans l'horizon étoilé. Devant lui s'étendait un avenir qu'il était prêt à construire, ligne par ligne, puzzle par puzzle, pour un monde où les ombres comme la sienne pourraient enfin trouver leur lumière. L'histoire de Malik Dubois, un adolescent discret mais brillant, résonne comme une ode à la persévérance et à l'authenticité. Dans un monde où le bruit l'emporte souvent sur le talent, Malik nous enseigne que la véritable force réside dans la confiance en soi et dans le courage de suivre sa propre voie, même face au doute ou au mépris. Sa capacité à transformer un défi en opportunité, à construire des solutions là où d'autres ne voyaient que des obstacles, m'inspire profondément. Cette histoire me rappelle que chacun porte en lui un potentiel unique, souvent ignoré, mais qui peut changer des vies lorsqu'il est cultivé avec détermination. Dans la vie quotidienne, cette leçon s'applique en osant affirmer nos idées, même lorsqu'elles divergent des normes. Comme Malik, nous devons apprendre à valoriser notre singularité, à travailler en silence mais avec constance, et à partager nos talents pour éclairer les autres. Que ce soit dans nos études, notre travail ou nos passions, persévérer sans chercher l'approbation immédiate est une clé pour laisser une empreinte durable. Si l'histoire de Malik vous a touché, montrez votre soutien. Cliquez sur « J'aime », partagez cette vidéo pour inspirer d'autres, et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos histoires de brillance discrète. Laissez un commentaire ci-dessous, quelle était votre propre histoire de persévérance. Ensemble, faisons entendre les voix qui changent le monde.